Salut à tous, voici un premier épisode sur mon expérience en Syrie. Au départ, je comptais faire un bon gros documentaire, mais je suis tout seul à travailler, avec très peu de moyens, ça va me prendre du temps. Et au vu des événements récents, je suis obligé de sortir des vidéos pour expliquer la situation telle qu'elle est. Donc j'ai décidé de découper ça en épisodes, épisodes que je sortirai toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépendra de la charge de travail. Là, vous allez visionner un premier épisode qui est axé sur des témoins rencontrés sur place, essentiellement des Syriens ou des personnes vivant en Syrie. J'en ai sélectionné 8 ou 9, avec des profils différents pour se faire une bonne idée, pour avoir un peu de tout en termes de témoignages. À savoir que depuis mon voyage, donc fin septembre, début octobre 2015, les événements se sont accélérés. Les médias ainsi que nos dirigeants ont totalement changé de position. C'est-à-dire que ce que je dénonce déjà depuis des mois, et certaines personnes dénoncent depuis des années même, on tente de nous le faire oublier. Et le discours est totalement inversé. Comme si on souhaitait nous laver le cerveau en fait. Nous faire oublier. Là. Voilà. Non, on n'a jamais fait ça. Alors, en fait, oui, d'ailleurs, il y a un exemple simple. La veille ou l'avant-veille de mon départ en Syrie, je suis tombé sur un reportage d'M6 avec Bernard de la Villardière, Bernardo pour les intimes. C'était un documentaire axé sur Daesh, donc avec un titre Daesh, je sais plus quoi. Mais au final, c'était une vraie propagande. Enfin, sur la dernière demi-heure, c'était une propagande anti-Bachar. Mais vraiment, hein, une demi-heure sur la fin, c'était une propagande anti-Bachar et pro-rebelle modéré. Alors, je reviendrai sur ce terme parce que c'est très intéressant. Et pas plus tard qu'hier soir, donc le 22 novembre 2015, Bernardo, toujours lui, nous présente un reportage en Syrie dénonçant le terrorisme que je dénonce et en encensant l'armée de la République syrienne. Mais c'est logique, ça c'était logique. C'était ce qui aurait dû être fait, ces genres de documentaires ou d'explications qui auraient dû être fait depuis le début du conflit. Et chose extrêmement troublante, c'est qu'on ne parle pas de ces rebelles modérés déjà dans ce documentaire. Et surtout, si vous regardez les médias, tout ça, on ne parle plus de ces rebelles modérés. Mais je ne sais pas si vous êtes tilté, si vous êtes tombé dessus, ou si vous regardez un peu les infos, tout ça, je ne sais pas si vous êtes tilté. Ça choque personne ou presque personne. Mais en fait, ce que nos médias appelaient les rebelles modérés, nos médias et nos dirigeants appelaient les rebelles modérés, c'était ni plus ni moins que Al-Nosra, Daesh, des terroristes quoi. Ça c'était les rebelles modérés. Et là on veut nous faire croire que l'État français lutte et a toujours lutté contre le terrorisme en Syrie. Or c'est faux et archi faux. À un moment il va falloir payer les pots cassés. Déjà le peuple a commencé à payer la facture. On a commencé à payer la facture de la politique lamentable de nos dirigeants. Hein. Parce il faut savoir qu'il y a moins de 2 mois encore, on soutenait, l'objectif de notre gouvernement, c'était encore la chute de Bachar el-Assad, coûte que coûte. Et ceci en assurant notamment la logistique militaire du groupe Al-Nosra, qui, je le rappelle, est une branche d'Al-Qaïda. Et c'est ce qu'on appelait donc les rebelles modérés. Donc l'État français, au nom de la France et des Français, soutenait Al-Nosra, branche d'Al-Qaïda. Vous voyez un peu où je veux en venir ? Et on les soutenait dans la logistique, c'est-à-dire qu'on a fourni des armes à ces soi-disant rebelles modérés. D'accord ? Donc on a armé des terroristes au nom de la France. Et on les a soutenus pendant 5 années, en les appelant rebelles modérés. On laisse d'ailleurs partir de nombreux Français, oui, et on a laissé partir et on laisse encore partir de nombreux Français qui partent s'entraîner et massacrer en Syrie. Sachant qu'ils vont revenir tranquilles pépères. Enfin, pour certains sont déjà revenus. Hein. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je vais pas m'attarder trop là-dessus. Je le ferai dans un prochain épisode. En attendant, je vous laisse découvrir le premier épisode qui, je l'espère, vous plaira et vous éclairera un minimum pour ceux qui découvrent un peu et qui commencent à s'intéresser, ou même pour les avertis. Hein. Là j'ai opté pour un film qui vous fait découvrir une petite partie de la Syrie de manière différente et surtout avoir le témoignage de Syriens concernant la situation sur place.
Hein, c'est toujours plus intéressant d'avoir, on va dire, le témoignage ou la vision d'une personne qui vit le conflit et la guerre au quotidien. Voilà. Hein, je pense que c'est intéressant. Juste pour rappel, je suis totalement indépendant et libre de dire ce que je ressens. Je suis pas payé pour faire ce que je fais ou ce que je dis. D'où le fait d'avoir des difficultés aussi pour sortir les vidéos rapidement. Je fais ça avec mes moyens et grâce aux contacts que j'ai réussi à avoir suite à mes recherches sur le Proche-Orient. Et ceci afin d'informer donc les francophones sur ce qui se passe. Car quand on étudie le sujet, on comprend assez rapidement que nos politiques en notre nom agissent d'une manière immorale et que cela aura forcément des répercussions dramatiques à notre niveau. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ça va vous plaire. Tchuss. Octobre 2015. J'ai enfin l'occasion d'aller au bout de mon étude sur la situation en Syrie en m'y rendant directement. Bien entendu, je ne prends pas le trajet facile du parfait terroriste et je ne passe donc pas par la Turquie, même si j'y fais escale. Mais je passe bien par le Liban en allant directement à Beyrouth pour ensuite me rendre à Damas sur le territoire légitime de la République syrienne. Une fois tous les barrages de sécurité militaire passés, nous arrivons à Damas. Quelle belle ville, tout en lumière, car nous arrivons de nuit. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis senti de suite bien. Je souhaitais descendre de mon taxi pour parler à tout le monde, tellement de choses à dire, tellement de choses à demander. Mais j'ai gardé en moi mon excitation afin de préserver mes forces pour les jours qui allaient suivre. Voici donc quelques échantillons de témoignages recueillis sur place. Oula est réceptionniste dans un hôtel de Damas. Nous avons eu l'idée de lui demander de nous donner son ressenti sur la situation en Syrie. Elle a accepté. L'intérêt, c'est que nous ne la connaissions pas et que nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger avec elle avant ce petit entretien. Donner la parole aux Syriens de Syrie que je croisais était pour moi primordial pour avoir des vidéos sincères et authentiques. كان فيني اطلع برا سوريا بسهوله يعني وببساطه بس ما بحب اطلع برا بلدي واطرح رغم كل القذائف والتفجيرات ورغم كل الارهاب ما بطلع. عندك اخوات واخوات؟ عندي اخوات 6 اخوات. Elle a six frères et sœurs. كلهم هون بالبلد. Ils sont tous ici, en Syrie. يعني نحن كثير عانينا من الارهاب. اجوا فاتوا على بلدنا وخربوا لنا بلدنا ونحن كنا عايشين احلى عيشه. ورغم انه لهلا بعد 5 سنين مستمرين هن بالارهاب ونحن مستمرين بالحياه وما بنترك سوريا وسوريا ما بترجع. بقول انه هن عم يحاربوا بشار الاسد لانه هو كثير شخص فهمان متعلم مثقف وبحب شعبه وبحبنا كثير. هو معنا يعني هو بيعاملنا نحن الشباب بيعامل كل الشعب مثل صديق للشعب مو انه مثل رئيس. هو مثقف ونحن بنحب الجيش. عم يحاربوا الجيش برأيهم انه الجيش هو عم يحارب الشعب بس نحن لولا الجيش ما كنا عايشين لهلا وما كنا صامدين. هلا من فترة اجوا جروب طلاب لهون فرنسيين. يعني بتمنى أنا يجوا لهون لحتى يشوفوا إنه بلدنا حلو وما فيها شيء وحتى يغيروا الصورة اللي أخذينها عنا الصورة السلبية ويشوفوا إنه إحنا عايشين حياة طبيعية وعادية ورغم الإرهاب نحن متعايشين يعني مع الوضع. Nous prenons la direction de Tartus, une ville côtière de Syrie. Cette ville a plusieurs particularités. Tout d'abord, c'est l'une des villes de Syrie qui a accueilli le plus de réfugiés syriens depuis le début de la guerre. Le chiffre avoisine le million de réfugiés. Ensuite, Tartus n'a jamais été attaqué par les terroristes. Le fait qu'il y ait dans cette ville la seule installation navale russe qui donne sur la Méditerranée y est certainement pour beaucoup.
Tartous n'a jamais été attaquée, mais pourtant on la surnomme la ville des martyrs. Tout simplement parce que c'est la ville qui a fourni le plus de combattants contre les terroristes, et nombreux sont ceux tombés sur le champ de bataille. Et puis ça tourne là. Ah bah là t'es en train de filmer, ouais. Ah bon, je savais pas. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Ah voilà. Arrivés à Tartous, nous assistons à la mise en place d'un événement de sculptures éphémères. Le ressenti, ici sur place, c'est que la guerre a accentué le besoin de création et d'expression du peuple syrien, montrant ainsi sa capacité et sa force de vie face à la terreur. Je remarque que les sculptures représentent souvent une femme, symbole de la mer, parfois accompagnée d'un enfant. Le phénix et les navires phéniciens sont aussi très présents sur les sculptures. Je retiendrai de ces sculptures la résistance, la patrie et l'attachement à ses racines. Comme vous pouvez le constater, nous avons été merveilleusement bien accueillis. À Tartous, nous sommes accueillis chez un blessé de guerre qui a perdu ses 2 jambes en mai 2015 lors d'affrontements avec les terroristes. Il a combattu à Dera, près des frontières jordaniennes, libanaises et israéliennes. نحن بنحارب جميع الدول وين في ارهاب جميع الدول بعتوه على سوريا مظبوط بعتوه على سوريا وبيقولوا من الشعب ما بحب سيادة الرئيس الشعب بيحب سيادة الرئيس والجيش كله مع سيادة الرئيس مع سيادة الرئيس نحن بنقاتل بنقلك جميع الارهاب والشعب هو بيقول الشعب بيقول بدنا بشار اسد تمام بدنا بشار اسد بس يعني قتلنا وبيقولوا انه ايرانيين كل شيء الي الدرعه حياتي مشت ايراني مظبوط الجيش السوري هو اللي قاتل نحن كنا حافظ درعا درعا البلد منقادة مجموعة من الارهابيين من جميع الدول كنت بدرعا كنت بجوبر كمان لا كنت درعا كنت بدرعا كل الوقت بدرعا 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 في كان ناس من كل البلد من كل انواع انه درعا يعني الاردن كبت بلاوي الاردن السعوديه قطر من فرنسا جاي من فرنسا شفت فرنسيين من جميع كانوا يحكونا من جميع الدول كانوا يجوا الدول الغربيه شفت فرنسيين شفت المان شفت نسمعهم تسمعهم ايه اسمعوا يعني جميع الدول بعتوا ارهاب لسوريا وقالوا الشعب ما بده بشار الشعب بيحب بشار الاسد وكلياتنا فينا بشار الاسد وما نضل نحارب فينا بشار الاسد لاخر نقطه دم فداء الوطن وفداء الوطن صحيح نحن نتراجع قد ما يحكوا قلنا هذا نحن بنحبه لسيادة الرئيس بشار حافظ الاسد نفديه برواحنا الله يحييك والشعب كله يقول بشارة هيك الله يحييك ويخليك هن قالوا والله الشعب ما بده يتركونا يوقفوا الدعم للارهابيين الدعم للارهابيين وشوفوا الشعب كيف بيرجع بشارة بيساعدوا الارهابيين اي بيساعدوا الارهابيين بياخذون على المشاكل بياخذون على سويدا درعا pardon. Et Dera, c'est pratiquement, il y a les frontières avec Israël et à chaque fois l'armée avance, Israël en fait rentre et bombarde. جميع الدول امريكا ما في ارهابي برا لجابيته لسوريا مظبوط ما في ارهابي وجابيته لسوريا تمام امريكا هي دعمت داعش وهي دعمت النصرة هي خلقت داعش ودعمت داعش جميع الألوية الإرهابية هي دعمتين صحيح Quelle force, quelle ferveur. Je suis fasciné par ce jeune homme mutilé en pleine force de l'âge. Ces quelques paroles me réconfortent dans mes conclusions suite à mes recherches. Ce qu'il me dit, je le savais déjà, mais j'avais besoin de l'entendre ici, en Syrie. Il se sent chanceux de n'avoir perdu ses jambes qu'en dessous des genoux,
Ce qui, s'il arrive à obtenir des prothèses, lui permettra de retourner sur le champ de bataille contre le terrorisme. Quel courage! Nous nous rendons maintenant chez une famille de Tartous, où tous les fils sont dans l'armée de la République syrienne. 2 d'entre eux sont décédés et font donc partie des martyrs de la ville de Tartous. L'atmosphère est remplie d'émotions. Je ne comprends pas l'arabe, mais je ressens chaque mot que l'on me dit. Il disait qu'il voulait absolument aller dans l'armée parce qu'il a 19 ans, il a juste 19 ans. Et juste au moment de ses 19 ans, il lui dit, bon, tu pourrais faire des études, mettre à plus tard ton service militaire. Il a dit non, moi je veux défendre ma patrie, je veux défendre le pays. Et donc il est parti et effectivement il a été tué. Et donc martyr pour la patrie. Et elle dit, alors ça c'est voilà. Le Saad qui a 19 ans. بهاء كمان الله يحييك والله شغلنا طيب قلقتك المال عيون بهاء حطيت ببيتي مثل واحد ببيتي. La veille de son décès, il téléphone à son père. Il a une petite copine en fait, une amoureuse, et il lui dit parle à mon père. Et il parle à son père et son père lui parle et il lui dit bon mabrouk, etc. Et le lendemain il est décédé en fait. C'est terrible. Il y a sa maman, son père et ses 2 sœurs. Ses 2 sœurs, oui. Et elle a d'autres enfants. Et ils ont 2 frères qui sont encore dans l'armée. Ah d'accord. 2 frères décédés et 2 dans l'armée. 2 encore. Oui. Et au bout d'un moment, ils reviennent pas les frères bah, en fait بيرجعوا اللي بالجيش بعد يعني بيجوا بتشوفوهم من وقت لوقت. الحمد لله. الحمد لله. بيجوا يوم يومين يا عيني وبس. أكيد. الحمد لله. الحمد لله. Oui, ils reviennent de temps en temps. Ils tiennent à retourner à l'armée. Ils viennent un jour en perme, mais ils ne s'attardent pas du tout. En fait, ils repartent très vite parce que ils ont à cœur le pays et la patrie. C'est ça. Donc là, celui qui a téléphoné son père, c'est lequel des 2 en fait du coup je ne sais pas. Je sais pas. Mais l'autre, il avait 19 ans et il a appelé aussi, en fait, il a eu un sentiment prémonitoire. Il a appelé aussi sa sœur. Elle était au travail. Il lui dit, écoute, tu me manques, je voulais t'appeler. Je lui dis, comment ça se fait, tu m'appelles au travail? Parce qu'elle est instite, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, il lui dit, tu me manques, et voilà, et tu ne me reconnaîtras pas si tu me vois, ou un truc comme ça. Et c'était le dernier appel qu'il a fait, et le lendemain, il est décédé. Comme à chacune de nos rencontres, nous avons été merveilleusement bien accueillis. Le fait que nous soyons français n'a pas engendré d'animosité, et pourtant, c'est peut-être une des armes vendues par notre État qui a tué leur fils. Mais le peuple syrien sait faire la différence entre les dirigeants français et les Français qui, pour la plupart, sont à milieu de connaître les ingérences étrangères faites en Syrie. Maintenant, nous retournons à l'événement de sculptures éphémères où nous allons demander à l'un des artistes présents de nous confier quelques expériences de sa vie d'aujourd'hui. هلا بداية بس لميز أنا حاليا مقاتل ولكن خدمة إلزامية. أنا عم حضر دكتوراه يعني أنا مقاتل حاليا بالخدمة الإلزامية. يعني زبطت وضعي أنا ما باخذ إجازات أبدا بحيث إنه بس يكون في ملتقى أو فعالية ثقافية أقدر أخذ وقت طويل. فيك تحكي معنا تحكينا شوي عن تجربتك كمقاتل كمناضل. يا لطيف. هاي صعبة لحظات يعني هلا أنا حاليا خدمتي العسكرية بالشام بس أنا محارب 2.5 سنين بحلب. فمرحلة صعبة جدا.
Actuellement, il est à Damas, mais il a passé 2 ans et demi à Alep. Et la situation était très très difficile. يعني كنت من الناس اللي تحاصرت وطلعت من الموت بقدرة ربانية. Il a été parmi ceux qui ont été encerclés pendant longtemps et il a réussi à sortir avec une force divine quelque part. الصحيحة لأنه إذا الواحد ما إجا ما بيشوف صح بيضيع. Il voudrait vous remercier pour le courage que vous avez eu à braver toutes les appréhensions que tout le monde cultive pour empêcher les gens de venir voir la vérité sur place. Donc il vous remercie d'être venu voir sur place pour faire connaître la vérité. De faire comprendre que la guerre en Syrie n'est pas une guerre entre religions, mais bien une guerre d'intérêt et idéologique, il fallait rencontrer les représentants des différentes communautés religieuses. La Syrie est un vrai pays laïque où toutes les religions sont respectées. Nous profitons de notre visite à Tartous pour nous rendre à l'évêché de Tartous pour discuter avec les chrétiens maronites. Alors, pour nous, l'une des causes de la guerre en Syrie, c'est que l'Occident veut se débarrasser de ces terroristes qui sont sur son territoire. Voyez? Alors, malheureusement, qui a fait les événements de Paris il y a quelques mois, le train de la Belgique, les événements de Londres, les événements du 11 septembre, voyez? Et ils viennent tous d'un même mouvement. Al-Qaïda. Voilà. Al-Qaïda, maintenant son affiliation ici en Syrie, la Nusra, et puis le Daesh maintenant, et même tout le monde est contre ces mouvements-là. Votre président hier pleurnichait sur l'opposition syrienne, alors il ne faut pas la confondre avec Daesh. Mais la Nusra est une branche de tout le monde sait qu'elle est une branche de Al-Qaïda, de Ben Laden, de Zawahiri, qui est maintenant toujours vivant. Ils l'ont en plus mis sur la liste des organisations terroristes il y a 5 ans. Oui, vous voyez. Alors, pour nous, c'est la guerre ici. Vous-même, vous pouvez me dire combien de Français sont le territoire syrien qui combattent avec le Daesh. Quelle est votre statistique? 5000? Oui, apparemment, ils ont officialisé le chiffre de 3000, mais il y en a plus. Voyez. Il y a certainement alors, c'est l'une des causes de la guerre ici, et puis on donne une apparence de liberté, de l'automne, du printemps arabe et tout ça. Alors, il faut voir le nœud du problème. Et ici, en Syrie, les cheikhs, plusieurs cheikhs, le mois passé ou d'avant, je crois, ont appelé au dialogue. Appelé à la cessation, à mettre terme à la guerre. Alors, il faut faire attention à ça. Et puis, c'est la manière dont on voit ici la guerre. Et c'est notre peuple qui paie. Ça vous suffit de vous balader ici dans les rues de Tartous pour voir les photos des martyrs qui jonchent les murs de la cité, par milliers. Oui. Alors, et alors, qu'est-ce que vous avez quelque chose à nous donner comme information sur ce phénomène, donc des départs, des gens qui quittent tout pour partir en Europe? Ça, il y a un peu, je crois, je ne vais pas le dire, mais je vais le dire. Mais il faut le dire, s'il y a une chose à dire, il faut la dire. C'est ça l'hypocrisie, je crois, c'est l'hypocrisie. Oui. Pourquoi l'hypocrisie? Parce que maintenant, l'Occident fait la propagande des immigrés, n'est-ce pas? Alors, on doit prendre soin de ces immigrés. Ils se noient dans la mer méditerranéenne et tout ça. Mais en réalité, c'est quoi? Prenons l'Allemagne, par exemple, qui le taux de chômage a baissé considérablement et l'Allemagne a tant besoin de main-d'œuvre. Et tout ça sous l'apparence d'accueillir les réfugiés. Même toute l'Europe, même le Canada, même les États-Unis, ils en ont besoin. Et puis ils prennent cette apparence de charité et tout ça. C'est vrai.
Mais aussi, ils ont tout fait pour... Puis on fait la propagande de ces immigrés pour encourager d'autres à partir aussi. Exact. Voilà une autre hypocrisie. Et on enlève les moyens de subsistance du peuple syrien par les sanctions et par la guerre. Et surtout ça. Pour faire fuir tout le monde. Surtout ça. Maintenant, les Syriens portent leur croix, malheureusement, et espérant que la souffrance ne soit pas la fin, mais à la lumière de la résurrection, qu'elle soit vraiment une nouvelle vie pour tout le peuple syrien, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le peuple syrien. La guerre a fait ravage ici en Syrie, plusieurs martyrs, plusieurs familles sans leur père, plusieurs orphelins, des enfants orphelins, plusieurs handicapés qui vont continuer leur vie handicapés. Malheureusement, c'est le message qu'on veut adresser au monde occidental. Traitez les autres comme vous voulez que les autres vous traitent. De retour à Damas, il était donc important de rencontrer un représentant de la communauté musulmane, qui plus est, un représentant sunnite. J'ai donc eu la chance de pouvoir filmer le grand moufti de Syrie. Une présence et des paroles vraiment touchantes et pleines de sagesse. Cette rencontre me marquera. Voici quelques extraits de notre entrevue. في الوقت اللي عم تتخلى فرنسا عن العلمانية، فأنا حينما أرى رئيس فرنسي يتدخل في النقاب أو في الحجاب بقول له مالك علماني، أنت عليك أن تنشر ثقافة يتخلى فيها أهل النقاب عن النقاب وليس قانون. فأنا لما بروح على جامع باريس الكبير وأرى حاضنة للمتطرفين أقول أين الحكومة الفرنسية؟ ألا ترى هذا التطرف؟ ولكن حينما أرى أن السعودية هي التي تدفع الرواتب فالحكومة تغض الطرف. لذلك نحن مشكلتنا في سوريا هذه الحرب بين التطرف والعلمانية بدأت في عام 80 واستطعنا في عام 80 أن نمسك بها فهرب المتطرفون إلى 3 دول إلى السعودية ودول الخليج en Arabie Saoudite et les pays du Golfe وإلى ألمانيا وبريطانيا ما ذهبوا إلى فرنسا ففي آخر فتحوا مركز إسلامي عام 81 وفي لندن مركز إسلامي أيضا وفي الرياض وقطر وكانت ترعاهم السعودية بالمال إلى عام 2010 اتفقوا معهم أمريكا بريطانيا والخليج أين فرنسا؟ قال لهم الأمريكان والبريطانيون لا تهتموا لفرنسا ستكون تابعة لنا والسعوديون والحريري قال لهم أنا أكفل لكم فرنسا أن تكون معنا فجاء ساركوزي ووزير خارجيته والآن هولاند فابيوس كأنه لا يعرفون سوريا ولبنان. Nous avons passé près de 2 heures avec le grand moufti de Syrie. Très enrichissant, un personnage très cultivé et des paroles justes. Comme je vous l'ai dit, cet entretien m'a particulièrement touché. Là, je vais rapidement vous emmener à Homs. Je m'y attarderai plus longtemps dans un prochain épisode. Homs a été très touché par la guerre. Il y a encore des affrontements, mais l'armée syrienne a repris 35 des 36 quartiers que compte la ville. Les terroristes n'en possèdent plus qu'un. Certains des quartiers nous renvoient à certaines images de Stalingrad. Voici quelques témoignages pris sur place. Ils ont arrêté les gens. Il y avait des hommes et des femmes. Ils ont déshabillé les femmes. Ils les ont enchaînés. Il y avait 2 alaouites parmi les hommes. Ils les ont tués. قتلوهم ولا ذبحوهم ذبح الرجال الرجال كمان العلويين الاثنين قوسوهم وبعدين مثلوا بجسامينهم. Ils ont tué les deux hommes qui étaient alaouis et ils ont mutilé leur corps. Les femmes, ils les ont mises à poil. Ils les ont enchaînées. Ils les ont enchaînées comme les comment dire, les
comme les Américains ont fait avec les Noirs. D'accord. Ils ont enchaîné les bras et les pieds. D'accord. ومشوهم بهذا الطريق. Et ils les ont fait marcher ici. ايوه وطالعوا الناس تتفرج عليها. Ils ont sorti les gens pour les regarder. أحد هذه النساء كانت حامل. Une de ces femmes était enceinte. Il a sorti son sabre et ils ont ouvert le ventre et ils ont sorti l'embryon et ils lui ont coupé la tête de l'embryon et ils l'ont shooté. فهي كانت من المجازر البشعة جدا. C'était un des massacres les plus horribles et c'est arrivé quand en 1/9 يعني أنا ما فيني أقوله حتى بس بالشهر التاسع 2011 en septembre 2011. D'accord. يعني في بداية C'est ça le mouvement ouais, mais c'est de toute façon on voit. التلاوي وابنه وابن أخوه بباب تجمع. Le 17 avril 2011 déjà, il y avait aussi un massacre d'un commandant dans l'armée. Hamid, c'est un général dans l'armée, avec ses gosses, ses enfants, son frère et toute sa famille. Et le massacre de septembre, là, l'autobus, oui. C'était des inconnus, enfin des anonymes, ils ont pris au hasard. عم يقول انه الناس اللي جايين بالباص ما كان في حدا خاص يعني بالباص الناس ماشيين راجعين les gens qui allaient à leur boulot les gens qui allaient à leur boulot c'est le chemin particulier qui va de l'ancienne ville vers la nouvelle ville et tout le monde c'était des gens qui travaillent, quoi. C'est des infirmiers, des fonctionnaires, des infirmières, des pharmaciens, des hommes et des femmes qui allaient à leur boulot. Donc ils ont arrêté le bus, ils ont fait descendre tout le monde. Hayat, qui nous accompagne lors de notre périple à Homs, est une femme extraordinaire et d'une force incroyable. Elle a perdu au moins un de ses fils au cours de cette guerre. Il est tombé à Dera sur le champ de bataille. Elle a été elle-même blessée par balle plusieurs fois. Elle possède un courage et une vaillance à toute épreuve. Toujours à Homs, je me rends au monastère de Bustan al-Diwan, où un assassinat a eu lieu sur la personne de Franz, un prêtre néerlandais qui était très apprécié dans la région. Alors il était assis ici sur une chaise. Ils sont rentrés, ils lui ont dit de se lever et de sortir. De quitter. Il leur a dit, je ne quitte pas, ça c'est ma maison. Et c'est la maison pour tous. Sortez, je ne sors pas, c'est la maison pour tous, c'est ma maison. Et du coup, ils lui ont tiré dessus immédiatement. Et il est tombé de sa chaise, en fait, avec une balle. La personne qui lui a tiré dessus, c'était un cagoulé, en criant Allahu Akbar. Ils sont venus le faire lever de force. Alors il est enterré ici. Il est enterré ici, dans sa maison. Ouais. Et dans la maison pour tous. Oui, mais c'est sûr. Je sens que t'en peux plus là. C'est trop là aujourd'hui. Hein. Ouais. Elle dit qu'ils sont en train de voler quelque chose de notre cœur, de notre intérieur. Et c'est vrai. Quand on voit tout ça, c'est impossible. Imagine la haine qu'ils ont. Dit, bon, toi tu ne l'as pas connu et tu es saisi comme ça. Nous l'avons connu, nous avons des enfants, nous avons des voisins, on a vu des horreurs. Ils essayent de provoquer une haine. Si on se laissait aller, on a une haine qui pourrait détruire le monde entier. Mais en fait, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on s'aime quand même l'amour et la vie face à tout ça. Et c'est vrai. لأنه محمود قديس مثل الأب فراس صغير عمره 20 سنة. Et son fils Mahmoud, il a 20 ans. Il est jeune et il a été tué comme ça. ما عمل شيء حتى ينقتل.
كل مشكلته انه عم يدافع عن بلده. Il défend sa patrie. عم يدافع عن امه. Il défend sa mère. صح. كان عم يدافع عني مشان مموت على شواطئ او يبيعوني يشتروا فيي او يقطعوني. كان عم يدافع عني. Il défendait sa mère et il défendait la patrie, mais il défendait aussi sa mère pour qu'elle n'aille pas en nourriture aux requins dans la mer ou sur les plages européennes. Donc il défendait son pays et il défendait sa mère, il défendait toutes les femmes et tous les hommes de ce pays et tous les enfants pour que la vie reprenne. Burj Qaid, le plus haut point du parc des Chevaliers, il s'appelle Burj Qaid, c'est-à-dire c'est la tour du dirigeant. Shubara. هون هذا الامير تبعهم يلي قتلهم فيه هذا كان اسمه ابو ماجد الطارسي شيخ فقتلهم بالساحه بالمسرح اللي كانت معرض فيه قتلوا وزتهم بالنهر من برج القائد. Oh là là. Ils ont tué les soldats et ils ont balancé l'émir des terroristes. Ouais. Il en a fait son fief. Ils ont tué toutes les personnes dans la place et ils les ont balancés dans le rond à partir de Burj Qaid. À partir de d'en haut là? À partir du plus haut point qui s'appelle la tour du dirigeant. D'accord. C'est du diable en personne. C'est diabolique. Je sais pas, c'est où, enfin, dans une guerre, bon, il peut y avoir des morts, mais là c'est vraiment on va dire des rites, des rituels, tu vois ce que je veux dire. Un peu ce que je disais avant-hier, dans les guerres, il y a des règles, il y a les conventions de Genève où on dit c'est interdit de s'attaquer aux hôpitaux, c'est interdit de s'attaquer aux quartiers civils, c'est interdit de s'attaquer aux écoles, etc. La guerre des terroristes, elle s'affranchit de toutes les règles, et ils attaquent tout, et en plus, il n'y a pas d'État responsable. Tout le monde alimente les terroristes, c'est ça le problème. Et personne n'est responsable. Il n'y a pas une tête responsable, si tu veux. On ne peut pas dire, par exemple, Daesh, c'est les États-Unis, c'est Israël, ou je ne sais pas quoi. Par contre, donc, ils font fi de toutes les règles et de toutes les conventions qui régentent les guerres. Un peu plus tard, nous nous rendons dans un lieu un peu plus animé de la ville de Homs. Les passants intrigués viennent nous rencontrer et discuter avec nous. Il faut savoir que là où nous nous trouvons, une semaine auparavant, une voiture piégée avait fait de nombreux blessés. Et nous apprendrons le lendemain matin qu'à cet endroit, une voiture a à nouveau explosé, tuant 2 personnes, dont le cousin d'Ayat, et en blessant une dizaine d'autres. 60. Et puis ici c'est la rue le quartier arménien, et là c'est la rue Abbasiyya. Abbasiyya باتجاه كمان الريف الشرقي يعني تلبيسي شرقي la banlieue est, c'est-à-dire Telbisé qui est devenu le centre de fabrication des voitures piégées. Donc qui nous disent comment ils voient l'avenir là. وكيف ترى المستقبل؟ بحب وجه رسالة انه بحاجة بقى بكفي التفجيرات اللي عم تصير بحارتنا، ونحن يعني دائما نحن نكون ايد وحده وصامدين رغم من كل هالضرب ورغم من كل هالاذى. نحن باذن الله سوريا بخير والحمد لله، ولساتنا منتصرين وماشيين مسيرة الجيش العربي السوري. C'est un lieu d'entraînement. Ouais. Ami.
D'accord, ami, mais je suis pas la cible, je suis pas l'entraînement, c'est pas moi l'entraînement. Ouais, voilà, sur cible mouvement. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de la défense de la ville de Sednaya, où une milice populaire a été mise en place pour défendre les habitants de cette ville contre les terroristes. Quand ça fonctionne, c'est pour moi la meilleure stratégie à adopter. La députée syrienne Maria Sadeh, qui est originaire de Sednaya et qui a participé à la mise en place de ce concept, nous en dit quelques mots. Civil qui vient du peuple la populaire. Populaire, oui. Ouais. Alors concernant la défense de Sednaya, c'était la défense populaire. Au début, les habitants de Sednaya qui habitent hors de Sednaya et hors de la Syrie, ils viennent. Ils sont venus pour protéger leur terrain. En 2011 et 2012. Tout à fait. Ils reviennent en Syrie. Ils reviennent en Syrie. Les expatriés. Oui, en 2011-2012 et pour protéger leur terrain, les maisons, etc. La famille. Et à la place de quitter leur pays. Au lieu de partir, de fuir. Tout à fait. Et deuxièmement, ils donnent des armes aux femmes s'ils passent quelque chose pour eux, s'ils défendent ou ils ont des accidents, alors il faut que les femmes soient bien protégées et armées pour se défendre de leurs enfants. Et troisièmement, au niveau de sécurité de cette région, alors les grands personnages de cette région, ils connaissent comment le plan des responsables de l'État pour la région, alors ils n'ont pas accepté parce qu'ils connaissent la région mieux que les autres. Alors, ils ont lancé un autre plan ou bien des autres points à respecter et je l'ai lié avec les responsables pour modifier le plan et le système de sécurité. Et quatrièmement, les femmes de Sednaya, ils font la cuisine, ils font une cuisine spéciale pour les militaires. Alors, qui défendent cette région. Alors, tous les gens, ils travaillent pour cet événement. Très bien, shukran. Shukran.